Radiolac, les clés de l'immobilier. Comme tous les jeudis 11h30 midi avec vous Enzo Leboué, on parle immobilier et urbanisme. Bonjour. Bonjour Fabien, merci de nous accueillir à Radiolac pour les clés de l'immobilier. On parle d'investissement aujourd'hui, investissement plutôt privé on va dire. Il est clair que dans les clés de l'immobilier, c'est le développement immobilier, c'est l'urbanisme. On a parlé de densification, on a parlé d'histoire également, mais étant donné qu'aujourd'hui c'est une date un peu spéciale parce que nous sommes le 14 février et le 14 février tout le monde se pose la même question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à mon partenaire, à mon mari, à mon épouse, qu'allons-nous faire de cette journée dédiée à l'amour? Eh bien, quoi de mieux que partager cet amour, et pourquoi pas en famille, sous le même toit, en achetant un bien immobilier. Alors vous allez me dire que c'est un cadeau d'une certaine valeur pour la Saint-Valentin, mais pourquoi pas en parler? Et puis je me suis dit que finalement, pour acheter un bien immobilier, il y a quand même 2-3 choses qu'il faut savoir, et pour avoir quelques précisions qui sont plus qu'utiles, qui sont bien sûr importantes et auxquelles vous êtes obligé de faire face lorsque vous avez cette idée, nous avons invité un notaire, Maître Messali. Bonjour. Voilà, donc on va ouvrir le micro, merci. Fabien, ça va aller pour aujourd'hui. Ouais, voilà, ça va aller, les micros sont ouverts, tout va bien. Maître Messali, donc notaire à Genève, et puis pour acheter un bien, il faut un financement. D'une banque, et c'est aujourd'hui Alexandre Hugo, qui est responsable conseil hypothécaire de la région Genève au Crédit Suisse, qui nous a rejoint. Alexandre Hugo, bonjour. Bonjour. Alors, à vous deux d'expliquer aux auditeurs de Radiolac les points les plus importants, parce qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de toute la procédure d'achat immobilier, d'un bien immobilier d'ici midi. Alors, on va déjà présenter peut-être qu'est-ce qu'on peut acheter finalement quand on est un privé. On parle donc d'un bien résidentiel, d'un bien dans lequel vous allez habiter. On peut acheter finalement la villa, que tout le monde connaît, avec une maison et un jardin, plus ou moins grand, ça dépend des moyens qu'on a. Et puis, on peut également acheter ce qu'on appelle un appartement, qui lui a un autre nom, s'appelle la propriété Par étage. Par étage, voilà. C'est comme ça qu'on divise les différents appartements d'un immeuble. On va essayer d'expliquer pourquoi, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce que c'est vrai que quand on achète un appartement, on achète également un bout de l'escalier que tout le monde utilise, un bout du toit, un bout de la façade, parce que tout ça a été construit et quelqu'un doit naturellement le payer. Voilà, donc on va parler de villa, on va parler d'appartements. Lorsque c'est financé, ou plutôt estimé, il y a des méthodes un tout petit peu différentes, et lorsque c'est acheté également, puisque quand on achète une maison et puis qu'on a le terrain nous appartient en pleine propriété, c'est un tout petit peu différent en termes d'acte notarié que lorsqu'on achète un appartement en PPE. Alors, qui peut acheter, là je m'adresse au notaire, à Maître Messali, qui peut acheter un bien immobilier, donc une maison, un appartement à Genève? En fait, toute personne physique ou société peut acquérir un bien. Simplement, pour les Suisses, il n'y a pas de restriction, puisqu'on a une loi en Suisse qui restreint l'acquisition d'immeubles résidentiels, par opposition aux immeubles commerciaux, pour l'acquisition. Donc, une personne physique ou une société, alors, une personne physique, un Suisse, il n'a pas besoin d'être résident suisse pour acheter, il n'y a aucune limitation. Pour les étrangers, après, il y a une différence qui se fait entre les Européens, les non-Européens, et tout dépend aussi du permis. Donc, si on a un permis d'établissement, dit permis C, on achète comme un Suisse, pour autant qu'on soit domicilié en Suisse. Si on a un permis B, si on est Européen, on est considéré comme un Suisse, on achète autant de biens immobiliers que l'on veut en Suisse. Par contre, si on est non-Européen, à ce moment-là, on ne peut acheter que sa résidence principale. D'accord. Donc, un seul bien. Un seul bien. Alors, il faut faire la différence également, parce qu'il y a des régions en Suisse dont Genève ne fait pas partie. On ne peut pas acheter de résidence secondaire à Genève. Oui, parce qu'on n'a pas de résidence dite secondaire dans le canton de Genève. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Valais, où on peut acheter un appartement dans le canton de Vaud, Chalais, ou certaines régions du canton de Vaud, je crois Montreux, si je ne m'abuse, qui permet la résidence secondaire. Donc là, on a fait un tout petit peu le tour, je dirais, des personnes qui peuvent acheter en ce qui concerne la loi suisse, et plus exactement genevoise, puisqu'on parle de Genève aujourd'hui. Si c'est une société qui achète, parce que les gens se disent, ah bah tiens, finalement, je ne suis pas suisse, je n'ai pas le permis d'établissement nécessaire, mais j'achète avec une société.
quelle règle doit s'appliquer? Il faut que cette société soit détenue par des Suisses ou des étrangers autorisés à acquérir s'ils devaient acquérir eux-mêmes directement. Donc finalement, on retrouve exactement les mêmes conditions par rapport aux propriétaires de la société. Exactement. Alors là, on va passer maintenant à l'aspect financier, parce que on est suisse, on n'est pas suisse, on est permibé, on est permissé, on sait ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Qu'en est-il pour le financement? Quels sont les points importants qu'il faut savoir avant d'acheter? Alors les points principaux avant d'acheter, la première chose c'est les fonds propres. C'est souvent là où il y a le plus de difficultés, on va dire. C'est minimum 20% du prix d'achat en fonds propres, plus les frais de notaire. Donc la banque peut intervenir à hauteur de 80% dans un prêt hypothécaire. Et les fonds propres doivent provenir soit de l'épargne, soit du troisième pilier, soit quand ces sources-là de financement sont pas suffisantes, de la prévoyance professionnelle qui peut intervenir. Pas mal de règles s'appliquent par rapport à la composante des fonds propres, à savoir qu'on doit avoir au minimum 10% ce qu'on appelle de fonds propres durs, c'est une exigence suisse. Donc ces fonds propres durs proviennent de votre épargne propre, à savoir le cash, le troisième pilier. Mais pas de votre deuxième pilier. Ça, c'est important de bien le comprendre. Et ensuite, vous pouvez mettre le reste en fonds propres, dit de deuxième pilier, libre passage, par exemple. Mais c'est important ce que vous dites, Alexandre Hugo. Donc, on peut utiliser pour le cash également un troisième pilier. Exactement. Et ça s'arrête là. On n'a pas d'autres solutions, d'autres alternatives. Des titres qu'on peut vendre, ce genre de choses. Mais ça reste de l'épargne liquide qui simplement sera disponible le jour où vous allez chez le notaire. C'est de l'argent qui doit être déposé chez le notaire pour la transaction. Voilà. Et cela pour la moitié des fonds propres, donc pour la moitié de 20%, donc 10%. Les autres 10%, on y était, donc on peut utiliser un deuxième pilier. Un deuxième pilier. Vous pouvez mettre 10%, voire un peu plus, c'est aussi possible. Mais vraiment, la seule règle, c'est au minimum 10% de fonds propres durs. Très bien. Une fois qu'on a ces 20% de fonds propres c'est le premier durs, critère. Voilà, provenant donc une partie en cash, une partie éventuellement d'un deuxième pilier. Exactement. La deuxième partie, c'est votre fameux ratio d'effort. C'est le calcul théorique que toutes les banques font en prenant le montant du crédit. On prend un taux à 5%, qui fait souvent un peu débat parce que c'est un taux beaucoup plus élevé. C'est une sorte de stress test qu'on impose à tous nos clients. Aujourd'hui, les taux sont beaucoup plus bas, on en reparlera plus tard. Mais on prend quand même ce taux à 5%, qui est un taux théorique, une moyenne des 20 ou 30 dernières années, qui permet d'avoir une sorte de coussin de sécurité si les taux venaient à monter. Donc on prend 5% du montant du crédit, on rajoute 1% du prix d'achat pour l'entretien, donc ça c'est les charges de PPE par exemple, pour un appartement PPE. Ça peut être aussi les charges pour une villa de fonds de rénovation que vous constituerez vous-même. Et le troisième poste, c'est l'amortissement. Donc on demande en Suisse d'amortir ce qu'on appelle le deuxième rang. Le deuxième rang, c'est le prêt hypothécaire, la part du prêt hypothécaire qui dépasse les 2/3 du prix d'achat. Donc on prête 80%, vous avez les 2 premiers tiers, les 66% qui eux ne sont pas à amortir, et vous devez amortir donc 14% de la dette, normalement sur 15 ans. L'idée étant d'être en premier rang, donc à 2/3 d'endettement à l'âge de la retraite. Voilà, on dit que normalement quand on arrive à 66%, on peut garder le montant de la dette sans amortissement. Exactement. Et c'est normalement donc à l'âge où on n'a plus les mêmes revenus que cela doit arriver au plus tard. Exactement. Donc on additionne toutes ces charges, les taux d'intérêt à 5%, l'amortissement, l'entretien, et donc si j'ai bien compté, on arrive à 7. À peu près 7%, et ceci ne doit pas dépasser 1/3 de votre revenu brut, qui est un peu la règle d'or du financement. Vous ne devez pas dépenser plus d'1/3 de vos revenus du ménage dans votre logement. D'accord, on fait vite un exercice, peut-être un petit calcul rapide. Alors, sur un bien à 1,5 million. C'est encore plus simple comme règle. D'accord. Vous devez gagner, c'est vraiment très simple, ça restera peut-être, vous devez gagner 20% du montant que vous empruntez. D'accord, par année. Par année. Vous empruntez 1 million, il faut gagner 200 000 francs. D'accord, et avec ça passe. Exactement. Très bien, donc pour acheter, alors je vais le faire avec 1 million, comme ça c'est plus simple. Pour acheter donc un bien à 1 million, il faut déjà mettre 200 000 francs de fonds propres, on l'a expliqué avant, en provenance de cash ou alors de deuxième pilier. On emprunte 800 000 francs à la banque, exact. Et là, il faut gagner au moins par année 20% des 800 000 francs, c'est-à-dire 160 000 francs. Exactement. Qui peuvent être cumulés dans un couple. Exactement. Très bien. On va tenir compte aussi d'éventuelles charges que vous auriez, des leasings, des crédits consommation, d'éventuelles pensions si vous êtes divorcé. On tient compte aussi des allocations familiales. Voilà, on a une analyse complète de vos revenus. Voilà, ces frais obligatoires seraient comptabilisés en déduction du gain annuel de 160 000 francs. Exactement. Donc il faut en tenir compte lorsque vous faites votre calcul. Voilà, c'est pas très compliqué
pour réfléchir, mais en plus, après, il est clair que vous devez aller voir votre banquier afin d'affiner tous ces chiffres. Est-ce qu'il y a des éléments financiers importants chez le notaire également, Maître Messali ? Alors, Monsieur Hugo parlait de frais de notaire. Moi, je les appellerais les frais d'acquisition, puisqu'il faut savoir que la rémunération du notaire est donc tarifée en fonction des cantons, mais le notaire fonctionne comme percepteur pour l'administration fiscale et le registre foncier. Donc, je dirais que sur des frais d'acquisition d'environ 4%, les 3/4 vont aux administrations, mais c'est le notaire qui les perçoit, puisque c'est lui, en tout cas, garant de les encaisser. Il est garant du paiement pour l'administration fiscale et le registre foncier. Là-dessus, il faut rajouter aussi des frais pour une éventuelle constitution de garantie hypothécaire, ce qu'on appelle la cédule hypothécaire. Alors, si elle existe déjà, on économise des frais pour autant qu'elle soit cédée gratuitement ou même cédée à un pourcentage qui est fixé entre le vendeur et l'acquéreur. Donc, on économise des taxes fiscales, des frais de registre foncier et les émoluments de notaire. Alors justement, ce calcul qui est fait chez vous, puisque finalement vous recevez l'argent du futur acquéreur, vous recevez l'argent de la banque, et finalement vous instruisez la vente, comme pour utiliser le bon terme, que lorsque toutes ces conditions sont réunies. Complètement. Très bien. Alors juste une. Mais c'est surtout, nous sommes le garant de la transaction, comme l'avocat est le garant aussi du conseil qu'il transmet à ses clients, comme le banquier est le garant du financement, comme le courtier est le garant également des rapports entre les vendeurs et acquéreurs. Nous sommes les garants du transfert juridique. Et donc, il est important que l'acquéreur soit conscient des réalités, notamment financières, auxquelles il doit faire face lorsqu'il acquiert un nouveau bien. Alors, juste avant de revenir vers Alexandre Hugo pour parler d'hypothèque, juste pour les frais de notaire qui me semblent importants. De quelle façon on les calcule ? Parce qu'il y a un site. Frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, pardon. Il insiste, il avait raison. Les frais d'acquisition, il y a un site, la Chambre des notaires. La Chambre des notaires du canton de Genève a un calculateur des frais il y a un petit onglet qui s'appelle frais immobiliers. Vous allez sur Notaire Genève et vous pouvez calculer les frais d'une promesse de vente, d'une vente ou d'un acte hypothécaire. Alors, ces frais sont constitués de quoi ? Il y a quoi dedans ? Il y a les différentes taxes ? Alors, il y a les... Principalement, c'est les taxes fiscales de transfert. Il y a les frais du registre foncier. Donc, ce sont des pourcentages qui sont calculés en fonction du prix de vente pour l'acte de vente et pour l'acte hypothécaire en fonction de la garantie hypothécaire, donc de la cédule hypothécaire. Et le reste, c'est un pourcentage du notaire avec également des frais, ce qu'on appelle des débours, qui peuvent varier selon l'acte. Et alors, vous avez cité un mot qui concerne la banque, c'est cette garantie, c'est cette cédule qui, elle, est demandée par la banque. Alors là, je m'adresse à Alexandre Hugo, qui est donc responsable du conseil hypothécaire région Genève pour le Crédit Suisse. C'est quoi cette cédule ? Pourquoi la banque demande une cédule ? En plus, ça coûte de l'argent. Alors pourquoi la banque ? La banque a besoin d'une garantie. Effectivement, on ne pourrait pas mettre votre appartement ou votre maison dans un coffre. Donc la contrepartie, c'est cette fameuse cédule hypothécaire qui est donc instrumentée par les notaires, émise par le registre foncier, qui va être un titre porteur. Donc c'est le détenteur de ce titre qui peut se faire valoir de la créance du prêt hypothécaire. Et pour simplifier, on a besoin à chaque fois d'une cédule hypothécaire, au moins du montant du prêt hypothécaire. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. C'est effectivement un impératif pour le financement immobilier en Suisse. Alors si jamais la cédule hypothécaire ne correspond pas tout à fait au prêt, si par exemple elle est inférieure, on peut l'augmenter ? On peut l'augmenter, effectivement. Si elle est supérieure, on peut l'utiliser telle qu'elle, parce qu'elle n'est pas obligée d'être utilisée à 100%. Je dirais que selon les acquisitions et selon le prix d'acquisition, l'administration fiscale octroie une exonération partielle sur les droits de mutation, donc pour l'acte de vente, mais également pour la cédule hypothécaire. Mais il ne faut pas dépasser un certain montant, qui est de 1 100 et quelques mille francs. 173 000 ou 174 000. Ou 183 000, je ne sais plus exactement. En fait, ça change chaque année. Ça s'appelle le Casatax. C'est Casatax, exactement. Mais avec un certain nombre de conditions. Donc, l'obligation de s'installer dans les 2 ans. Dans l'intervalle, on n'a pas la possibilité de louer cet appartement. Et une fois qu'on est installé, d'y rester 3 ans. Donc, si on cumule les 2 délais, c'est 5 ans, mais très souvent, ces 2 délais se confondent. Et donc, pendant 3 ans, on doit rester dans l'objet pour pouvoir obtenir l'exonération définitive.
Très bien, vous restez avec nous, Maître Messali et Alexandre Hugo du Crédit Suisse. On revient dans un instant et dans les clés de l'immobilier aujourd'hui, on vous donne quelques idées pour acheter peut-être un bien immobilier à l'occasion de la Saint-Valentin. À tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Rêvez-vous d'une nouvelle cuisine ? Fini le temps des rêves. Votre nouvelle cuisine devient réalité. Venez chez Fust et découvrez en exposition des cuisines magiques. Nous construisons des cuisines et salles de bain complètes à des prix incroyablement avantageux. Déjà plus de 150 000 clients satisfaits. Cuisine et bain Fust. Et ça fonctionne. Chez Coop, jusqu'à samedi, bénéficiez de 25% de réduction sur tous les produits de beauté à partir de 2 au choix. Jusqu'à samedi, 25% de réduction sur les produits de beauté. Profitez. Coop, pour moi et pour toi. Vendredi 15 février, 19h45, patinoire des Vernets. Le GSHC reçoit Davos. Dans la course finale pour aller chercher une place en play-off, les Aigles ne doivent rien lâcher et récolter un maximum de points. Ils n'ont plus que jamais besoin de votre soutien. Alors tous au Vernet. Plus d'infos sur gshc.ch. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Et c'est jusqu'à midi en votre compagnie, Enzo Leboué. Exactement, Fabien, Alexandre Hugo, responsable conseiller hypothécaire région Genève du Crédit Suisse, et Maître Messali, notaire à Genève, sont nos invités. Et on va un peu rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire on va se mettre dans l'exemple d'un achat. Et on va commencer par la maison, parce que c'est un tout petit peu plus simple en ce qui concerne l'estimation, on va dire, de la propriété. Alors, je me permets de le faire pour la maison. Hein. Une maison, elle est sur un terrain. Ce terrain peut vous appartenir en pleine propriété. Ce terrain peut avoir des servitudes. Maître Messali nous expliquera c'est quoi une servitude. Et puis sur ce terrain, il y a une maison qui est construite. Alors elle peut être individuelle, elle peut être contiguë, elle peut être jumelle, mais elle vous appartient du sous-sol, si elle a un sous-sol, jusqu'au toit en pleine propriété, y compris les murs extérieurs. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si vous devez faire des travaux, c'est vous qui allez payer 100% des travaux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Maître Messali ? Non. Ce que je dirais, c'est que quand on achète une maison, ce qui est très très important, c'est quand même de faire intervenir un spécialiste technique, un architecte ou un ingénieur, afin qu'il fasse une expertise de la maison et du bien immobilier en général, pour s'assurer que la toiture est en bon état, que les canalisations sont en bon état, que la structure même du bâtiment est en bon état, qu'il n'y aura pas de frais, de travaux importants par la suite, parce qu'on découvre, alors que le vendeur les ignorait, des défauts cachés. Et l'important dans l'acte notarié, c'est noté. Hein, on achète la maison telle qu'elle est, en l'état. Hein, sauf si le vendeur a caché des défauts dont il avait connaissance. Exactement. Bon, après, là, on parle d'une maison qui a déjà été construite. Si on parle d'un immeuble neuf, là, c'est différent. Il y a des garanties constructeurs que le vendeur va transmettre à l'acquéreur. Mais ces garanties, elles sont pas éternelles, elles sont pas très longues. On a 2 ans pour les défauts apparents, 5 ans pour les défauts cachés, depuis la réception par le constructeur et le mandataire. Un petit mot, une servitude simple qu'on peut trouver sur un terrain, par exemple. C'est une servitude, il en existe des centaines et des centaines, mais il faut faire attention également à ça. D'ailleurs, le notaire attire l'attention. Hein. On transmet une liste de toutes les servitudes, on les examine avec les clients. Il y a les servitudes de canalisation. Alors, une servitude, qu'est-ce que c'est ? C'est un droit, mais également une charge. Donc, au profit soit du bien immobilier, donc quand on vend le bien immobilier, la servitude vient avec, ou personnel, c'est-à-dire au profit d'une personne, elle doit être à ce moment-là être cédée par le bénéficiaire. Mais une servitude de canalisation ou une servitude d'usage de place de parc ou d'usage de jardin, c'est ni plus ni moins un droit soit qu'on confère à un propriétaire en faveur d'un autre. C'est un avantage que vous pouvez avoir sur la propriété de quelqu'un d'autre. Finalement. Exactement. On va maintenant passer à la PPE, parce que là, c'est un tout petit peu plus compliqué à expliquer, à comprendre également. C'est quoi la PPE ? La propriété par étage. En fait, la propriété par étage, c'est le fait d'individualiser un appartement par rapport aux autres. Ce qui permet d'être propriétaire, en fait, de cet appartement au niveau du registre de la propriété foncière, qu'on appelle le registre foncier. L'avantage, c'est qu'on peut
y constituer une garantie hypothécaire, donc une cédule hypothécaire individuelle pour cet appartement, indépendamment des autres objets. Et on peut également y constituer des servitudes individuelles au profit de l'objet en question. Alors, je vais demander maintenant à Alexandre Hugo, quelle est la différence pour vous en ce qui concerne le financement, soit d'une maison, soit d'un appartement en PPE? Est-ce que ça change quelque chose? Fondamentalement, pas de changement. On prête toujours 80% donc de la valeur. On n'a pas de distinction, je dirais, en termes de taux d'avance ou de calcul des charges pour un appartement ou pour une villa. Alors, comme l'a dit Maître Messali, lorsqu'on achète un bien, il y a certaines choses qu'il faut savoir, peut-être faire contrôler l'installation électrique, savoir si cette installation doit être mise à jour et donc va coûter. Il y a un budget à prévoir également pour ça. Que faut-il savoir du côté de la banque? Est-ce qu'il y a également des points qu'il ne faut surtout pas oublier? Alors, par rapport à l'achat, je pense que le plus important, c'est d'anticiper, c'est de préparer son achat en amont, comme pour toute opération importante ou pour toute décision. On a à Saint-Valentin, pour tous les amoureux, pour tous les mariages, faut réfléchir avant. Pour un achat immobilier, c'est pareil, on s'engage sur le très long terme. Et c'est vrai que c'est très important d'anticiper. Pour le projet immobilier, c'est de commencer à épargner le plus tôt possible, de commencer à faire des troisièmes piliers le plus tôt possible, et effectivement d'anticiper. Et je dirais le plus important, c'est d'être bien entouré par son notaire, par le courtier, par des spécialistes qui vont faciliter cette acquisition. On achète très peu souvent en Suisse. Je crois que les propriétaires en Suisse achètent une fois ou peut-être 2 fois dans leur vie, pour la grande majorité des gens. Donc c'est important d'être bien entouré, bien accompagné pendant ces moments-là, ces moments clés. Et tant les notaires que les conseillers hypothécaires du Crédit Suisse sont là évidemment pour vous aider, vous accompagner au mieux dans ces démarches. Alors justement, petit chiffre, puisque tout à l'heure on a parlé de ce taux d'effort qui est calculé, donc 5% pour l'hypothèque, 1% pour l'amortissement et 1% pour les frais liés aux différents travaux d'un appartement ou d'une maison, ça fait 7. Mais finalement, aujourd'hui, le taux hypothécaire est j'allais dire légèrement, vraiment plus bas. C'est plus que légèrement plus bas. Et quels sont les chiffres que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Aujourd'hui, il existe plusieurs types de taux d'intérêt hypothécaire. Les plus connus sont les taux fixes. Donc, c'est des taux garantis qui ne changent pas pendant toute leur durée. Donc, ça va de 1 an, voire 15 ans, voire même plus long selon certains établissements bancaires. Aujourd'hui, les taux fixes sont à peu près de 1% jusqu'à 1,5%, de 1 à 10 ans, par exemple. Plus la durée est longue, plus le taux est cher. C'est des taux qui sont historiquement très, très bas. Maintenant, depuis la crise financière de 2008, on a vraiment des taux très, très bas qui perdurent. Et puis, l'autre catégorie de taux, c'est les taux qu'on appelle les taux flottants, les taux Libor, qui eux sont autour des 1% aujourd'hui pour une durée de 3 mois, qui se renouvellent tous les 3 mois. Et tant pour les taux fixes que pour les taux Libor, on est plutôt dans une période de stabilité, avec des taux qui sont tellement bas qui techniquement ne peuvent que remonter. C'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Les gens qui nous écoutent et qui vont contracter l'hypothèque prochainement, qui l'ont déjà fait, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre? On n'a pas de boule de cristal évidemment, mais c'est vrai que l'environnement de taux est très intéressant aujourd'hui pour fixer un taux à long terme. Si je prends un exemple toujours de l'achat à 1 million avec un prêt de 800 000 francs, si vous le fixez sur une durée de 10 ans, donc pendant 10 ans votre taux est garanti, ça vous coûte moins de 1 000 francs par mois. Et ça, c'est quand même une sacrée économie sur le budget familial lorsqu'on doit payer le loyer pour le même type de logement. Maître Messali, juste avant de conclure, ceux qui achètent aujourd'hui ont des enfants. Un jour peut-être, ils veulent que ce soit les enfants qui reprennent leurs biens, leurs propriétés. Qu'en est-il chez nous du droit de succession? Comment ça se passe? Alors, le grand avantage, c'est qu'en Suisse, on est là, dans ce domaine, peut-être un paradis fiscal pour ce type d'impôt, pour les droits de succession, puisque la totalité des cantons, à ma connaissance, à l'exception du canton de Vaud, ne connaît pas les droits de succession en ligne directe. Donc, je décède, je laisse un patrimoine composé notamment d'un bien immobilier. Mes héritiers directs ne paieront pas de droits de succession. 0%. 0%. Exception pour les gens qui sont imposés au forfait. Donc, si dans les 3 dernières années, ces gens étaient imposés au forfait, à ce moment-là, ils payent des droits de succession, mais qui restent quand même assez restreints par rapport à d'autres pays, parce qu'on est entre 3 et 6%. D'accord, par rapport à d'autres pays qui pourraient être, par exemple, en France voisine, où les taux... En France, on dit que ça va jusqu'à 45% en ligne directe, mais pour arriver à 45%, il faut vraiment une fortune importante. Mais de toute façon, ça reste plus élevé que les droits de succession qu'on pratiquait avant l'abrogation des droits de succession dans le canton de Genève. Si on n'est pas en ligne directe? Alors, si on n'est pas en ligne directe, on peut aller jusqu'à 54,6% de droits de succession, qui reste quand même un montant important, mais moins important que d'autres pays. Très bien, donc il faut le noter. Si vous héritez directement de votre famille
pas d'impôt de succession. Si vous héritez de la voisine, il faudra payer des impôts. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à l'acquisition d'un appartement. Outre le fait qu'il faut s'assurer que l'appartement est en bon état, il faut aussi se renseigner sur la vie de la copropriété. Et donc, ce que l'on fait systématiquement, c'est de demander les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales pour savoir comment vit cette propriété par étage, s'il n'y a pas des travaux communs dont on participe à concurrence de la valeur de son appartement, ce qu'on appelle les millièmes, que nous devrions, enfin que les copropriétaires devraient payer. Donc c'est important et ça doit entrer dans le calcul du prix de vente. Maintenant, il faut savoir que dans les propriétés par étage, il y a ce qu'on appelle un fonds de rénovation qu'on alimente régulièrement au moyen des charges de copropriété pour faire face justement le moment venu à ces travaux communs qui pourraient être importants, toiture, ascenseur, enfin... Dans une PPE, vous devenez copropriétaire, donc vous êtes propriétaire avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, et les documents à demander, donc le PV d'assemblée des 3 dernières années, et puis les comptes également, les comptes, pour savoir quels sont les travaux qui ont été effectués. Normalement, devraient être joints aux procès-verbaux, et puis également, il y a les documents qu'on trouve au registre foncier, mais que le notaire, très naturellement, adressera avant la signature au client, c'est-à-dire le cahier de répartition des locaux, celui qui répartit et qui individualise les objets, mais également le règlement de propriété par étage. Comment fonctionne cette copropriété? Quelles sont les majorités? Et il y a parfois des stipulations dites particulières. Maître Messali et Alexandre Hugo, responsable conseil hypothécaire région Genève du Crédit Suisse, je me permets avant que vous partiez de vous remettre un cadeau de la part de notre partenaire M3. Merci. Voilà, je vous passe les paquets en direct. C'est Noël toute l'année avec nous. Voilà, merci. Je vais le prendre. Voilà, c'est un jeu qui s'appelle le Monopoly, mais c'est un jeu spécial qu'M3 a réalisé Mes filles vont sur adorer. Genève. Voilà, donc vous pourrez acheter comme ça pendant les vacances de la semaine prochaine tous les hôtels et tous les bâtiments que vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. La semaine prochaine, rediffusion donc les clés de l'immobilier, et puis on se retrouve en direct pour le dernier jeudi du mois de février. Merci à tous. Merci Fabien. À bientôt. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, location de locaux commerciaux à Genève.